Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Refresh qu'on commence aujourd'hui avec un grand coup de fraîcheur ici sur la corniche sénégalaise, mais dans le sommaire. Rapport 2025, 26 recommandations pour une administration plus efficace et une meilleure protection des droits humains. Violences xénophobes en Afrique du Sud, le Ghana interpelle l'Union africaine et tire la sonnette d'alarme sur la situation des Africains dans le pays. Nous recevrons dans cette édition Omar Diallo, président de l'Union nationale des boutiquiers du Sénégal. Nous parlerons de la hausse continue des prix des denrées parfois inexpliquées dans les boutiques sénégalaises. Le développement, c'est dans un instant. Soyez les bienvenus dans le Refresh. 26 recommandations pour une administration de plus en plus efficace et en respect des droits humains. C'est ce qui ressort du rapport 2025 qui a été reçu au Palais de la République par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'institution s'engage à accompagner l'État dans sa mission pour un meilleur respect de l'État de droit. Suivez le reportage. Entre les citoyens et l'administration, le dialogue reste parfois compliqué. C'est le principal constat du rapport annuel 2025 du médiateur de la République, une photographie des frustrations des Sénégalais face aux services publics, mais aussi des pistes pour y remédier. Premier signal, les sollicitations explosent. 336 réclamations ont été enregistrées en 1 an et demi, soit une hausse de près de 20%. Derrière ces chiffres, des citoyens confrontés à des lenteurs administratives, des dossiers qui n'avancent pas, des pensions de retraite bloquées, des conflits fonciers ou encore des décisions de justice qui tardent à être exécutées. Le médiateur pointe également du doigt le manque de réactivité de certaines administrations. Malgré les relances, plusieurs services tardent à répondre, ralentissant le traitement des dossiers et laissant parfois les usagers dans l'attente pendant de longs mois. Au-delà des bureaux de l'administration, le rapport donne aussi la parole au territoire. Lors d'une tournée dans 9 régions du pays, les populations ont dressé la liste de leurs priorités: routes dégradées, manque d'hôpitaux équipés, pénurie des spécialistes, écoles insuffisantes ou encore difficultés d'accès aux services publics, notamment dans les zones les plus enclavées. L'un des chapitres les plus marquants est consacré aux enfants à besoins spécifiques. Le rapport appelle à un changement d'échelle, davantage de centres spécialisés, des professionnels mieux formés, une école réellement inclusive et un meilleur accès aux soins pour les familles concernées. Autre recommandation forte, accélérer l'adoption du Code de l'enfant. Attendu depuis plusieurs années, pour le médiateur, ce texte est indispensable pour mieux garantir les droits de tous les enfants, notamment les plus vulnérables. Enfin, le rapport invite l'État à franchir une nouvelle étape dans la réforme de son administration, à la digitalisation, mais pas au détriment des citoyens les moins connectés. Le médiateur plaide pour un service public plus accessible, plus humain et plus proche des réalités du terrain. Au fond, le message est clair: moderniser l'administration ne suffit pas. L'enjeu est désormais de restaurer la confiance entre l'État et les citoyens en faisant de l'écoute, de la rapidité et de l'équité les nouveaux standards du service public. Les violences xénophobes en Afrique du Sud prennent de plus en plus d'ampleur, raison pour laquelle le Ghana tire la sonnette d'alarme et invite l'Union africaine à se pencher sur la question. Suivez. L'Afrique peut-elle vraiment parler d'unité si des Africains ne se sentent plus en sécurité chez leurs voisins? C'est la question qui revient avec force après une nouvelle vague de violences xénophobes en Afrique du Sud. Depuis plusieurs semaines, des commerces appartenant à des étrangers sont attaqués, des familles fuient et des milliers de ressortissants africains quittent le pays, craignant pour leur sécurité. Face à cette situation, le Ghana hausse le ton. Le président John Dramani Mahama demande que l'Union africaine cesse de regarder le problème de loin. Pour lui, les violences contre les ressortissants africains ne seront plus seulement une affaire sud-africaine. Elles touchent strictement le projet d'intégration du continent. Son message est simple:
Il est temps que les chefs d'État africains mettent cette question sur la table et trouvent une réponse commune, car le paradoxe est frappant. L'Afrique construit aujourd'hui une zone de libre-échange continentale. Elle parle de libre circulation, d'intégration économique et de marché unique. Mais sur le terrain, certains Africains sont encore perçus comme des étrangers dans un autre pays africain. Pour beaucoup d'analystes, la réponse dépasse la simple xénophobie. Le chômage massif, les inégalités persistantes et la crise économique alimentent un sentiment de frustration. Et lorsque les difficultés s'accumulent, les migrants deviennent souvent des boucs émissaires. Résultat, des tensions qui reviennent régulièrement et qui fragilisent l'image de la première puissance industrielle du continent. Pretoria tente aujourd'hui d'apaiser la situation. Le président Cyril Ramaphosa a envoyé un émissaire au Ghana pour calmer les tensions diplomatiques. Mais pour Accra, le défi dépasse les excuses. Il s'agit de savoir si l'Union africaine est capable de défendre concrètement les citoyens africains, où qu'ils vivent sur le continent. Parce qu'au fond, cette crise pose une question que l'Afrique ne peut plus éviter. Peut-on construire une Afrique sans frontières si les frontières continuent d'exister dans les mentalités? Et c'est peut-être là que se joue le véritable test du panafricanisme. Peut-on être emprisonné au Sénégal pour une simple dette? Eh bien, la réponse est non. La nouvelle circulaire du ministère de la Justice fait réagir. Un document de 2 pages qui pourrait changer les habitudes des parquets. Signé par le garde des Sceaux, Maître Moussa Sarr, la circulaire demande au procureur de limiter le recours systématique au mandat de dépôt, notamment dans les dossiers à caractère civil, commercial ou financier. Le constat dressé par le ministère est sans appel. Les prisons sénégalaises restent confrontées à une surpopulation chronique. Plus de 15 000 détenus sont aujourd'hui incarcérés dans des établissements conçus pour accueillir plus de 5 000 personnes. Pour le ministre, cette situation pèse sur les conditions de détention, le fonctionnement des prisons et les engagements internationaux du Sénégal en matière de droits humains. Concrètement, la circulaire recommande plusieurs changements. Privilégier les règlements alternatifs, dont certaines affaires financières, favoriser la liberté lorsque les garanties sont réunies, accélérer le traitement des dossiers et éviter de judiciariser au pénal des litiges qui relèvent essentiellement du droit civil ou commercial. Une manière, selon la chancellerie, de réserver la prison aux situations où elle est réellement nécessaire. Sur les réseaux sociaux, la décision suscite de nombreuses réactions. Pour beaucoup d'internautes, cette circulaire constitue une avancée attendue face à l'usage parfois excessif de la détention provisoire. D'autres restent prudents et estiment qu'une simple circulaire ne suffira pas à résoudre le problème du surpeuplement carcéral. Parmi les voix qui saluent cette initiative, celle de Babacar Ba, président du Forum des justiciables. Selon lui, la démarche du ministre est salutaire, mais elle doit être accompagnée de réformes plus profondes. Il plaide notamment pour que les procureurs examinent avec davantage d'attention les procès-verbaux d'enquête, rappelant que de nombreuses personnes placées sous mandat de dépôt sont finalement relaxées. Autre proposition, rendre effective la création du juge de la détention et des libertés, un magistrat indépendant chargé de contrôler les mesures privatives de liberté et de mieux garantir le respect de la présomption d'innocence. Pour plusieurs observateurs, le véritable défi dépasse désormais la seule solution des mandats de dépôt. Il concerne aussi le développement des alternatives à l'incarcération, comme le bracelet électronique, encore peu utilisé, mais également l'accélération des procédures judiciaires et la poursuite des projets de nouvelles infrastructures pénitentiaires. Car derrière cette circulaire, c'est une question de fond qui est posée. La prison doit-elle rester la réponse par défaut ou devenir l'ultime recours de la justice? Je vous le disais tantôt, Omar Diallo est notre invité du jour. Il est le président de l'Union nationale des boutiquiers du Sénégal. Et justement, il nous a rejoints sur le plateau. Bonjour Omar. Merci Aminata, bonjour. Le plaisir partagé.
En tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui explique le fait que les prix grimpent tout le temps? Absolument, c'est dû à plusieurs facteurs, surtout l'inflation au niveau international. La plupart des consommateurs ne savent pas comment le prix fonctionne, comment ça marche. C'est pour cela que la plupart des consommateurs savent que le prix ont grimpé à la boutique. Si la plupart des produits que nous consommons viennent de l'extérieur, c'est des produits importés, du coup, peu importe les petits problèmes qui arrivent à niveau international impactent directement les prix à la boutique. Malheureusement, nous n'avons pas de bons communicants parfois qui expliquent ce qui se passe. Les entreprises ne veulent pas s'exposer pour expliquer les produits s'augmentent à niveau des usines ou à niveau de l'importation. Le consommateur vient avec 1000 francs à la boutique. Il achetait des trucs à 1000 francs, maintenant c'est 1500 ou plus. Forcément, il va s'attaquer au boutiquier, alors que le problème, ce n'est pas le boutiquier. Le problème, c'est ailleurs. Et là, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs leviers et facteurs qui entrent en jeu. Oui. Déjà, ma question, c'est de savoir, concernant les prix, êtes-vous déjà associé dans les prises de décision avec l'État? Donc, quand l'État décide de fixer des prix, il nous invite pour nous informer. Mais en amont, on ne consulte pas pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que pour fixer les prix, normalement, il devait prendre en compte les charges du boutiquier, le transport et tout ce qui en ressort. Mais malheureusement, la plupart, ils fixent les prix en amont, ils nous invitent, ils nous annoncent les prix. Nous, après notre rôle, c'est de pouvoir dire au boutiquier, l'État a fixé des prix, il faudra respecter. Vous êtes devant le fait accompli. Absolument. Et là, ce qui se passe, c'est que les Sénégalais, de manière générale, ne comprennent pas pourquoi les prix grimpent toujours. Parfois, ils pensent que c'est fait sciemment. Cela n'est ni contrôlé, ni supervisé par l'État. Est-ce avéré? Je pense que là, c'est pas quelque chose qu'on peut prouver, puisque les commerçants sont aussi nombreux. La concurrence est partout. Du coup, le commerçant, il est obligé de se conformer pour pouvoir vendre. Le commerçant n'a pas d'intérêt pour vraiment faire fuir ses clients. Si c'était un ou deux commerçants qui faisaient des trucs pareils, on pouvait dire que c'est le commerçant qui l'a fait. Mais si c'est tout le monde qui le font, cela veut dire qu'il y a un problème qui affecte directement ces produits. Ce n'est pas dû forcément ce n'est pas le vouloir des commerçants pour pouvoir changer le prix. C'est quelque chose qui nous affecte tous. Vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être que vous n'avez pas de bons interlocuteurs qui sont capables de faire véhiculer vos messages. Et justement, il y a des prix qui ne sont pas homologués et qui sont ignorés du grand public. Peut-être c'est justement l'occasion de parler de ces denrées-là qui sont prises en compte. Et il s'agit de 5 denrées, n'est-ce pas? Absolument. Beaucoup pensent que tous les produits à la boutique sont homologués par l'État et que l'État a le droit de surveiller ces produits. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Il n'y en a que 5 produits. Le pain, le riz non parfumé. Et la plupart des consommateurs consomment le riz parfumé. Le riz non parfumé, absolument, mais pas parfumé. Le riz brisé non parfumé. Et le gaz, le sucre en poudre cristallisée, le sac de 50 kg en vrac. La plupart des consommateurs n'en prennent pas. Et l'huile de palme, le bidon de 20 litres que la plupart d'entre vous ne consomment pas. Ce sont ces 5 produits homologués dans ce pays. Tous les autres produits sont en vente libre. Même si l'État, parfois, c'est le consommateur qui régule, c'est le commerçant qui régule ça entre eux, c'est la concurrence qui régule le prix. Mais tous les autres produits ne sont pas concernés. Mais pour le commerçant lambda, lui, il pense que tous les produits devraient être homologués, alors que ce n'est pas possible. Et vous, de votre côté, quelles sont les initiatives que vous mettez en place pour justement informer le grand public et surtout amener l'État à plus de collaboration? Absolument, nous les écrivons, on essaie de les rencontrer. Dès qu'on a l'occasion de les rencontrer, on leur parle de cette situation. Et à la presse aussi, on les informe de la situation. Ce n'est pas dit aux petits commerçants. Parce que dans ce pays, on pense souvent, quand on pense aux commerçants, ils pensent que c'est le petit commerçant qui est le seul commerçant dans ce pays. Ils ne savent pas qu'il y a des importateurs, des industriels. Ils ne savent pas que c'est vous qui tenez le pays? Bon, ce n'est pas ça. C'est eux qui produisent, les autres qui importent les produits. Avant que ça arrive à la boutique, à chaque fois, le prix s'enchérisse avant que ça arrive à la boutique. Le boutiquier, il fait partie de ceux qui margent le moins dans un produit parce qu'il y a tellement de boutiques, la concurrence est là.
Vous êtes ceux qui traitent directement avec les populations à travers la vente. Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face? Bon, je peux dire que c'est très compliqué. Les charges augmentent. La loyer qui était à quelques milliers de francs maintenant, ça devient vraiment exorbitant. L'électricité aussi, c'est taxé, c'est plus que cher. Les charges augmentent et le boutiquier n'a vraiment pas, il n'y a pas un accompagnement dédié aux petits commerçants dans ce pays. Les banques ne nous soutiennent pas. Nous n'avons pas une possibilité vraiment d'avoir des prêts. Et l'État aussi n'a pas mis de levier ici pour qu'on puisse vraiment emprunter, pour qu'on puisse vraiment développer notre commerce. Malheureusement, le commerçant, il est laissé en rade. Il n'y a rien qui l'accompagne. Il n'y a pas ne serait-ce qu'une ligne dans la politique publique pour vraiment considérer le détaillant. Je pense qu'il n'y en a pas. Il y en a toujours pas. Et c'est quelque chose qui nous préoccupe. Parce que dans un secteur où il y a plus de 100 000 points de vente au niveau national et qu'il n'y a pas de politique publique dédiée à ce secteur, parfois c'est compliqué à comprendre même. Et il y a la modernisation également. Là, nous y travaillons. Je vous présente BK. Nous avons une nouvelle boutique que nous comptons vraiment déployer au niveau national pour que toutes les boutiques se ressemblent et qu'il y ait l'hygiène, vraiment une boutique présentable, une boutique moderne. Parce que l'exigence du consommateur sénégalais a changé. Avant, peu importe l'image de la boutique, ça n'intéressait pas trop le consommateur. Mais maintenant, les choses ont changé. Le consommateur devient de plus en plus exigeant. Et là, comment réagissez-vous aux messages xénophobes qui visent certains commerçants, parfois sur les réseaux sociaux? C'est quelque chose que nous déplorons. Le Sénégal fait partie des pays les plus sûrs du monde. Ici, on n'insulte pas une personne par sa couleur de peau, par sa religion. C'est un pays très accueillant. Absolument. Mais nous voyons à ce moment des messages vraiment qu'on peut qualifier des messages ridicules dans les réseaux sociaux. Et les gens qu'on ne peut même pas comprendre. Parfois, ils se présentent comme des politiciens, mais quelqu'un qui voudrait faire la politique, je pense qu'il a autre chose à faire que de stigmatiser une partie de sa population. S'il y a des étrangers ici, s'ils respectent les règles, est-ce que c'est conforme? Je ne vois pas pourquoi on devrait les attaquer. Mais le deuxième point que je voudrais souligner, si on s'attaque aux boutiquiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se lèvent très tôt, ils se couchent trop tard, ils servent la population, ils travaillent, ils payent les taxes. Tout ce qu'ils leur disent, ils le font. Pourquoi on les attaque? Personne ne peut nous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement. Sinon, c'est des gens vraiment heureux que je ne sais pas s'ils voudront vraiment masquer quelque chose pour présenter un problème qui n'existe pas dans ce pays. Et vous, de votre côté, en tant qu'organisation, comment faites-vous pour assister vos collaborateurs? Absolument. Nous écrivons aux autorités, nous parlons aux médias et nous alertons à l'opinion publique. C'est quelque chose qui est très petit à ce moment. Mais si on ne fait rien, peut-être que ça peut devenir grand. Et ça ne sert à rien de le faire ainsi. S'il y a des problèmes, il faudra essayer de régler. Et c'est les politiques qui devront le régler. C'est l'État qui doit veiller à ça. Ceux qui travaillent et s'acquittent à leur devoir, l'État devrait les protéger. Et je pense bien que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on devrait vraiment l'encadrer. Parce que sinon, un jour, ça risque de faire des choses qu'on n'avait pas attendues. Bon, on ne le souhaite pas. Et en tout cas, merci. Le plaisir est partagé. Ce fut un grand plaisir de vous recevoir. C'est moi. Et parler d'un sujet aussi important. Merci. Et voilà, c'est la fin de ce Refresh. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, mais n'oubliez surtout pas de faire un tour sur nos différentes plateformes et de vous informer sur les tendances africaines. À la semaine prochaine.